Monsieur, bonsoir. Merci d'être ici pour cette première réunion que nous organisons sous la bannière de ALDE entre le FDP, parti donc venu d'Allemagne, et l'UDI, puisque nous sommes, nos deux partis sont membres de ALDE. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir une délégation de 3 parlementaires du FDP. Monsieur Jürgen Martens, donc député au Bundestag, Monsieur Oliver Luksic, également député. Je vais oublier de dire que vous étiez ancien ministre. Oliver, lui, n'est qu'un futur ministre. C'est encore plus jeune, donc ça fait... Wolf Kunz, qui est merci. Membre du Parlement européen, ce soir. Nous avons aussi, bien évidemment, Jean-Christophe Lagarde, président donc, de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis. Nous avons avec nous Laurent Lafont, qui est sénateur du Val-de-Marne et qui nous a fait l'amitié de venir ce soir. Et donc, je profite, puisque je vois que nous avons aussi des élus qui sont venus de l'étranger, donc UDI, donc Martine Schoppner, qui est la vice-présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est de Karlsruhe, Bruno Terré, qui est donc élu représentant les Français du Luxembourg, et Benoît Mérand, qui représente les Français de Roumanie. Comme ça, vous voyez qu'on a un vrai parterre européen. Mais je ne peux pas commencer sans non plus citer David Hartlaub, qui est le président du FDP France, qui m'a aidé à organiser cet événement, et Yves Thomas, qui... Yves Robert, merci. Voilà, donc, qui s'occupe de ALDE France, des adhérents directs, et qui m'a aidé, évidemment, qui nous a aidé à organiser cet événement, et bien évidemment avec l'équipe UDI ici, qui, vous pouvez voir le résultat, il est quand même assez réussi. Je vous remercie tous. Alors pourquoi est-ce que nous sommes là? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes tous membres de ALDE. C'est Jean-Christophe qui a proposé que l'UDI rejoigne ce parti avec, qui regroupe une quarantaine de partis en Europe. Et lors de la réunion d'Amsterdam, en décembre dernier, on s'est rencontrés, on a décidé, on s'est dit ça serait quand même bien que plutôt que d'attendre les échéances européennes, eh bien on se rencontre avant, on discute, on débatte et puis pourquoi pas, on crée ensemble le projet européen, puisque l'année prochaine, vous savez tous qu'il y aura donc des nouvelles élections. Il y a quelques jours, on a célébré les 55 ans du traité de l'Élysée, qui a fondé le rapprochement entre la France et l'Allemagne, qui nous a habitués à travailler régulièrement ensemble. C'est ce qui fait que organiser une réunion, ça paraît très naturel finalement entre nous et c'est finalement très facile. L'objectif, on s'est dit, c'est comment, quels sont les avantages d'un moteur parlementaire franco-allemand. Si on travaillait plus régulièrement ensemble entre parlementaires, j'en profite pour saluer l'arrivée de Jacques Lenay, sénateur du Morbihan, et Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, pardon. Ah oui, pas la basse. C'est bon. Et donc, qui nous rejoint également. En tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, ça me donne la possibilité de voir le monde avec un autre angle. Non seulement je vis au Royaume-Uni, mais en l'espace de 3 ans, j'ai traversé 67 pays. Et comme je suis dans justement les affaires, j'ai créé mon entreprise à 20 ans, je suis aujourd'hui dans la bande dessinée, c'est pas 2 mois, hein, ça, vous allez voir ça n'a rien à voir avec moi, je préfère me prévenir tout de suite. Mais j'ai pu faire certaines observations, évidemment, voir que l'Allemagne réussit très bien à l'exportation, hein. Tout le monde connaît l'excédent de son commerce extérieur. Pour nous, c'est un petit peu différent, on n'est pas vraiment dans l'excédent.
depuis un certain nombre d'années. On réussit très bien à l'importation. Mais j'ai pu observer que dès qu'on sort de l'Union européenne, en fait, les entreprises européennes ne fonctionnent pas ensemble. C'est presque du chacun pour soi. C'est ce que j'ai pu observer. Et c'est assez dommage parce que l'Union européenne, c'est en fait la première puissance commerciale du monde. Mais on est encore divisé. Et j'ai pu observer par exemple à Tanger, alors qu'il y a une nouvelle zone industrielle qui se crée, que les Chinois prenaient pratiquement toute la place, alors que l'Union européenne fait bien plus que 2 fois plus d'affaires avec le Maroc que les Chinois. Simplement, chaque chambre de commerce venait de façon dispersée, et donc ils ont préféré traiter en priorité avec les Chinois et leur offrir les meilleurs territoires. Et donc voilà, puisque Jean-Christophe m'avait confié une responsabilité de secrétaire national du commerce extérieur, le message en introduction, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, on aurait intérêt peut-être à avoir un moteur franco-allemand de réflexion. Je pense que la division fait plutôt les affaires d'autres puissances commerciales que les nôtres. On pourrait être encore meilleur. C'est en partant sur cette constatation, ce regard extérieur, que j'ai voulu vous lancer un petit peu le débat. L'UDI, tous ceux qui ont participé à l'UDI, à sa construction, savent que c'est une volonté européenne. Les plus européens, c'est l'UDI. C'est pas pour rien d'ailleurs que cette volonté s'est exprimée, puisque Jean-Christophe a choisi la rue des volontaires. Et donc cette volonté européenne se manifeste aujourd'hui. Et je vais commencer par laisser la parole à Oliver, pour aborder la question. Donc, quels sont les avantages d'un moteur franco-allemand au niveau parlementaire? Merci. Merci Olivier, merci Jean-Christophe. Donc, chers collègues, députés, sénateurs, merci pour l'invitation. J'essaie de juste donner quelques petites pistes de réflexion, rester courte afin d'avoir beaucoup de temps pour la discussion. J'aimerais juste brièvement excuser la secrétaire générale du FDP, Nicolas Baer, qui souffre d'une pneumonie assez lourdement malheureusement, donc elle ne peut pas être ici, mais elle nous a dit qu'elle aimerait bien continuer le débat avec l'UDI. Donc j'essaierai juste de donner 2 pistes de réflexion. Donc quel est l'état de l'Union européenne et qu'est-ce qu'on peut faire dans le franco-allemand pour faire avancer l'Europe? Donc première réflexion serait de dire que le contexte politique nous dit qu'on a une Commission européenne qui est plus ou moins affaiblie, qu'il y a la Grande-Bretagne qui est un peu hors jeu maintenant, ce qui rend encore plus important le franco-allemand, vu qu'il n'y a pas d'autres moteurs sauf le franco-allemand. Donc on pourrait bien sûr discuter si le triangle de Weimar serait aussi important, donc vu qu'il y a peut-être aussi une certaine division culturelle au sein de l'Union européenne. Mais il me semble, et on peut le discuter plus tard, qu'il y a une certaine, je dirais, division culturelle qui est assez forte, qui rend encore plus compliqué ce triangle. Donc, il est nécessaire qu'on avance sur le plan franco-allemand. Donc, ce sont les gouvernements qui ont fait quelques propositions, mais je pense que c'est plus important qu'il y a plus de collaboration au niveau des parlementaires. Donc, la Commission, on le voit, question de l'Hongrie, de la Pologne, qu'elle est très réticente sur le plan politique, ce qui est pour les libéraux qui défendent l'état de droit quelque chose d'important. Jürgen Martens était ministre en Saxonie sur ces questions, donc ça c'est quelque chose que nous recrutons. En plus, si on voit le monde, il faut constater que les États-Unis se retirent, il faut constater que la Russie a une politique qui est plus, quel est le mot, diplomatique, mais disons, si on voit l'Ukraine, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les frontières ne soient plus acceptées. Donc, ça montre que l'Union européenne comme acteur, et Olivier l'a dit, est plus important que jamais. Et ce que nous allons discuter aussi si nous développons un programme pour le ALDE, c'est de savoir si on n'a pas encore besoin d'autres formes de coopération. Donc j'aimerais bien mentionner
la position de Schäuble et Lamas des années 90 que nous discutons aussi au sein du FDP, c'est-à-dire une Europe de plusieurs vitesses qu'on a déjà si on regarde l'euro ou Schengen, mais il me semble dans ce contexte politique que ça va être une piste qui sera assez probable. Et si on voit le livre blanc de la Commission qui montre plusieurs scénarios pour l'avenir de l'Union européenne, il me semble que ce scénario-là est assez probable et peut-être surtout pour le franco-allemand nécessaire. Concernant le franco-allemand, il me semble, vu en étant député d'une région transfrontalière, qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'on dit dans les déclarations solennelles dimanche et la réalité entre lundi et le samedi. Juste quelques petits exemples pour montrer qu'il faut selon moi, des projets avec un plus-value concrète pour des citoyens. Et là, il me semble qu'il y a encore maintenant un manque. Dans le secteur de santé, si vous le discutez avec des députés de la Moselle, même aujourd'hui, bien qu'il y a le droit communautaire et des accords binationaux, si vous avez une crise cardiaque dans la région transfrontalière, ce n'est pas possible d'être soigné à l'autre côté. Bien qu'on a le droit communautaire, bien qu'on a des accords binationaux. Donc, j'étais contacté par des petits PME de taxi qui m'ont dit que c'est interdit que celui qui conduit le TGV soit pris par un taxi allemand à Forbach et vice-versa. Donc, juste pour montrer sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas sur le franco-allemand. Et si on regarde la discussion sur la directive du déclenchement de travail, un projet important pour le président de la République française, il y a beaucoup d'exemples de la pratique qui montreront que la bureaucratie sera encore beaucoup plus lourde, surtout pour les PME. Je pense que ça sera un sujet qui va nous occuper. On a juste discuté avec l'ambassadeur allemand la question des réformes en France et il nous a dit que la formation sera un des sujets majeurs cette année-là. Et là aussi, un exemple concret de la région transfrontalière. Il y a un chômage des jeunes qui est assez haut en France, plutôt bas en Allemagne. En Allemagne, on cherche même des jeunes pour la formation, mais néanmoins, ce constat, ça marche pas malheureusement. Donc, si je regarde quelques usines sur le côté allemand, je constate qu'il y a 30% de Français qui y travaillent parce que c'est attractif, mais sur le marché de formation, même qu'il y avait une grande déclaration au sein du gouvernement, il n'y a que 15 contrats qui étaient faits entre la France et l'Allemagne. Donc, un exemple concret, la formation, ou je dirais le modèle allemand pourrait être intéressant pour le français, surtout dans les régions où il y a un chômage qui est assez élevé, mais dans la réalité, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire, il faut trouver des projets avec des plus-values pour tous les deux côtés. Donc, si vous voyez la discussion allemande et la réaction sur le discours du président de la République, il me semble que le discours allemand est trop focusé, et je dis ça aussi critique envers mon parti. Donc, on aime bien discuter ce que nous divise, donc c'est plutôt la question de l'euro et toutes les questions du budget de la zone euro. Mais tous les autres points, malheureusement, n'étaient pas encore, je dirais, débattus sur le fond. Donc je pense que beaucoup de propositions qui ont été faites, par exemple sur la question de sécurité et justice, sont de bonnes propositions qu'il faut vraiment discuter. Toute la question de numérique, de l'innovation que Olivier a abordée, c'est une question qui est très proche pour les libéraux. Donc, je dirais que tout ce qui a été discuté au niveau européen, agenda de Lisbonne, les résultats ne sont peut-être pas ceux qu'on a attendus. Donc, je dirais qu'il y a certaines pistes, sécurité, numérique, peut-être aussi l'énergie, qu'on doit discuter non seulement sur le franco-allemand, mais aussi sur un
plan européen. Je l'avoue ouvertement, donc on aura peut-être plus de discussions sur la question de la réforme de la zone euro. Donc ça sera sans doute un thème qui est peut-être plus difficile à aborder, mais il y a d'autres pistes qui ont été mentionnées par le président de la République, où aussi la France va attendre maintenant la réponse du côté allemand, et on verra ce que se passe dans les jours à venir concernant cette question. Néanmoins, il est important que les parlementaires abordent toutes ces questions, et j'aimerais bien donc passer la parole à Jürgen pour un peu montrer plus les positions du FDP dans cette question et d'autres positions. Merci. D'abord, merci d'avoir la possibilité aujourd'hui, ce soir, discuter la question quels sont les avantages du nouveau moteur franco-allemand pour l'Europe. D'abord, pourquoi un moteur? Je veux dire que l'Union européenne d'aujourd'hui n'est pas vraiment satisfaisante. Il y a assez de problèmes. Problèmes internes, il y a plein de problèmes avec l'extérieur. Si nous regardons l'extérieur de l'Union européenne, on constate qu'il y a des zones vraiment conflictueuses autour de nous. Le nord de l'Afrique, Proche-Orient, les crises dans l'Ukraine où les Russes font une guerre, disons, une guerre frozen conflict, une guerre qu'on peut chauffer ou diminuer comme on veut. En même temps, le Brexit et les escapades du gouvernement polonais mettent en question la cohérence de l'Union ou l'état de droit aussi. Et ça sont des problèmes assez pour se concentrer de nouveau pour une reconstruction, ou disons pour refaire l'Union européenne. Et la France et l'Allemagne sont les deux plus grands pays de cette union, et un moteur. Pourquoi? Ils se connaissent bien. 55 ans des traités de l'Élysée, tu as déjà mentionné, et la réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était un des exemples. Je ne veux pas dire européenne, mais mondiale, pour trouver des solutions entre des pays avec des cultures diverses, avec des problèmes qui ont fait des guerres cruelles pour des centaines. Et si on regarde maintenant les problèmes entre des pays aussi dans l'Union. Vous avez des conflits entre Croatie et Slovénie jusqu'à aujourd'hui concernant l'accès aux côtes et l'accès aux mers, aux mers de l'Adria, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas capable de résoudre ces problèmes. Mais peut-être si on peut les convaincre que les avantages d'une union sont plus grands que les conflits minimes, hein, on peut aider. Le moteur franco-allemand, tout est soupçonné comme disons, une directoire européen. Je ne crois pas que ça serait le cas. Nous avons tu as déjà mentionné des exemples d'une collaboration transfrontalière, et ça marche entre la France et en Belgique et en Pays-Bas, par exemple, et ça commence maintenant à travailler entre l'Allemagne et la Pologne, et l'Allemagne et la République tchèque, par exemple. De ça, c'est pas étonnant rapide, mais ça marche.
Ça marche lentement. Et de cette façon, les pays et les nations, ils s'approchent. Et si nous voulons jouer un rôle sur la scène mondiale, il ne reste que s'unifier, car si vous regardez les Chinois ou les marchés en Asie ou en Amérique du Sud, nous n'avons que 500 millions d'habitants. Lundi, 1,2 milliard aussi la Chine, et le développement est vraiment étonnant là. Et je crois que tous les Européens n'ont plus du temps de se joindre du luxe, d'un nationalisme, de rester isolé. Et vraiment, je doute en ce qui concerne l'avenir de la Grande-Bretagne, par exemple. On verra qu'est-ce qui se va se passer, mais mes amis venant de la Grande-Bretagne, ils sont vraiment sceptiques. Ils sont vraiment sceptiques. Ils ont peur. Et ils savent pourquoi. Alors, ça c'était la décision de la Grande-Bretagne, et on verra. Et ils ne nous ont pas consultés. Ils n'ont pas vraiment consulté, c'est ça. Mais maintenant, si on veut rester en première sur la scène mondiale, il faut se décider. Si on veut rester isolé, chacun en soi, ou est-ce qu'on veut marcher commun sur le chemin d'une unification. Et là, il faut définir les projets. Il faut définir les moyens. Il faut discuter quels sont les changements des traités qui sont nécessaires à la longue ou en court temps. Ce sont des discussions qu'on peut initier par un moteur franco-allemand, car nous avons l'expérience. Nous avons déjà négocié les traités de Rome et tous les traités suivants. Et ça ne veut pas dire que les autres nations soient exclues de la discussion, mais il faut quelqu'un qui commence. Et je crois que l'offerte du président de la République à la Sorbonne en septembre 26, c'était une offerte vraiment intéressante. Et on verra ce qu'on va faire. Et moi, je suis absolument, comme la FDP, en faveur d'accélérer sur certains champs l'Union européenne. Ça veut dire la politique de sécurité, la digitalisation, par exemple, aussi dans la crise des réfugiés, la sécurité des frontières à l'extérieur, et il y a de nombreux autres. Pour le moment, c'est ça. Merci. Bien, d'abord, chers amis, mesdames et messieurs, cher Jürgen, cher Oliver, merci d'être ici parmi nous. Merci à Olivier Cadic d'avoir voulu organiser cet événement avec une volonté de notre part sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, à laquelle vous répondez chaleureusement. Je veux remercier particulièrement quand même les parlementaires français qui sont là également, parce que, et il y a que des sénateurs, je le dis, comme ça ils sont contents de montrer que les députés ne travaillent pas. Dans les députés, ils commencent leur semaine le mardi, ils ne commencent pas leur semaine le lundi soir, comme hélas nous l'avons vu lorsque le président de votre assemblée, le Bundestag,
est venu s'exprimer devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours, devant 84 parlementaires français, députés français, ce qui était une honte absolue et qui doit nous conduire à réfléchir à nos rythme de travail et à la façon dont nous travaillons, parce que on voit que le lundi soir. Cela dit, Loïc Hervé, qui est, comme tout à l'heure, tu le disais, sénateur de Savoie, descend de ces montagnes pour... au début, c'est un grand voyage. Il y a la neige. J'aurais dû commencer d'ailleurs par Annick Millon, qui est sénatrice de Vendée, Laurent Lafont, qui est sénateur du Val-de-Marne. Lui, il est très proche, mais c'est la neige qui aurait pu l'empêcher le cas échéant. Et puis, nous avons également notre ami sénateur du Morbihan, donc la Bretagne, la Haute-Savoie, la Vendée, et les Français de l'étranger. Bon, au-delà de la plaisanterie, vraiment merci, et puis merci à vous tous d'avoir répondu présent. Je souhaiterais qu'on puisse reproduire ce genre d'exercice, j'y reviendrai dans un instant. Et d'abord, pourquoi avoir souhaité que nos deux formations politiques, qui sont membres d'une même formation politique européenne, qu'on appelle l'ALDE, alors je ne vais pas le faire en anglais, je vais le dire en français, c'est l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, qui est notre parti politique commun. Nous avons au Parlement européen un groupe parlementaire où nous siégeons ensemble, nous déjeunions à midi avec notre députée européenne et votre collègue par essence. Pour dire les choses, nous avons entrelu des réunions qui existent au sein de ce parti politique, qui regroupe des libéraux et des démocrates au niveau européen, mais finalement peu entre nos partis eux-mêmes. Et il nous apparaît, c'est ce que disait Olivier, ce à quoi vous répondiez, que le couple franco-allemand dont on a l'habitude au niveau de l'Élysée et de la chancellerie allemande mérite mieux que ça au niveau des partis politiques. Vous parliez du leadership, moi je ne dis pas le moteur, le leadership exercé par la France et par l'Allemagne au sein de l'Union européenne, et je ne pense pas que nos pays aient à s'en excuser, puisque finalement tous ceux qui nous ont rejoints au fil de l'histoire ont adhéré à cette forme de leadership, ont adhéré aux idées qui étaient nées à la fois naturellement de cet esprit et de cette coopération née du traité de l'Élysée, mais ensuite du traité de Rome et de ce que nous avons bâti progressivement les uns et les autres. Et nous sommes à un moment de notre histoire où à la fois l'Europe est en grande difficulté pour toutes les raisons que vous venez de rappeler, les crises extérieures d'abord, les crises internes, y compris économiques, la construction qui s'est arrêtée depuis bien longtemps maintenant, depuis 1992 et le vote du traité de Maastricht, qui a créé l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, parce que la réalité, le reste n'a pas été de grandes avancées, si j'ose dire, si ce n'est une Europe de rattrapage, mais également les crises extérieures, avec des États-Unis devenus très incertains, et qui exigent de nous de prendre en charge notre défense, avec une Russie dont la posture est devenue plus agressive vis-à-vis naturellement de l'Ukraine, mais également sur les propres frontières de nos amis. Je pense aux Lituaniens, aux Estoniens, aux Roumains, puisque tu représentes les Français de Roumanie. Bref, les Pays-Bas, la Roumanie, les Polonais, qui sont dans une situation particulière, on va dire. Il y a objectivement des défis à relever. Et puis une situation interne, où l'inégal développement de l'Union européenne depuis sa réunification, sa paralysie face à des crises que nous avons connues et que nous connaissons encore, finit par faire douter les peuples européens en Europe. On a vu la progression de l'extrême droite aux Pays-Bas, en France, en Allemagne. On a vu les eurosceptiques de tout poil croître et embellir, malheureusement, au point que le Brexit est aujourd'hui aussi une donnée dont nous devons tenir compte. Alors je dis malheureusement, je dois reconnaître que j'étais le seul à être plutôt favorable au départ de la Grande-Bretagne, pour une raison simple, c'est que je pense qu'il nous empêchait d'avancer. Maintenant, il nous oblige à avancer. Ce qui finalement est au moins une vertu qu'on trouvera à cette malheureuse affaire. Et surtout, il montre à tous ceux, comme je le disais à l'instant, à tous ceux qui voudraient partir, combien c'est difficile et combien il est compliqué pour un petit pays comme le Royaume-Uni, dans le monde d'aujourd'hui, d'aller discuter avec les Chinois, d'aller discuter avec les Russes, d'aller discuter avec les Indiens, même s'ils ont un rapport particulier avec eux, ça ne va pas forcément leur porter bonheur que d'aller discuter commerce, pour ne parler que de cela. Et donc, finalement, nous sommes à la fois dans une période très perturbée, j'allais dire turbulée, même si c'est pas très français, très perturbée pour l'Union européenne, mais en même temps, une formidable aventure à écrire.
Et cette aventure à écrire, je crois qu'elle va s'écrire en 2 temps. Il y a un premier temps qui est celui à la fois du président de la République française et de la chancelière allemande, qui ont la chance d'avoir 4 ans devant eux, sans élection, autre que l'élection européenne qui vient en plein milieu, qui pourrait faire valider par leur peuple des orientations de progression. Et c'est assez rare que cette concomitance des temps, des pouvoirs en France et en Allemagne, puisse nous garantir d'une certaine façon une cohérence sur un temps suffisamment long pour qu'on obtienne des résultats. Alors évidemment, vous n'êtes pas dans la majorité de la chancelière, on l'a bien compris, nous ne sommes pas dans la majorité d'Emmanuel Macron, mais je ne crois pas que vous soyez très différents de la chancelière sur les projets européens, et nous ne sommes pas essentiellement différents de M. Macron sur les projets européens. Et quand j'ai dit 2 étapes, c'est peut-être l'intérêt de notre travail à venir en commun, c'est qu'il y a aussi le temps long, qu'on regarde peu en politique. Alors l'Europe s'est construite sur la longueur, et elle a besoin de temps long. Et que les idées qu'on fait émerger dans tel ou tel parti politique 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, finissent par voir le jour. L'ALDE sert beaucoup à ça. Sert beaucoup à pousser des idées qui, je dirais, infusent au niveau européen et finissent par être repris dans les programmes de nos principaux dirigeants. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Premier ministre luxembourgeois, le Premier ministre belge, le Premier ministre néerlandais, pour ne parler que d'eux, sont membres de notre formation politique. Et comme nous avons, en tant que chef de parti, j'ai de temps en temps des réunions avec eux qui permettent aussi de faire remonter un certain nombre de choses. Et donc l'idée principale de cette rencontre, c'est que dans toute cette période agitée et en même temps pleine d'opportunités, nous puissions avoir un travail avec vous sur ce que notre couple franco-allemand au sein de l'ALDE peut proposer à notre propre parti politique. Alors, il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément de vue commune, et nous aurons à cœur, j'imagine, de les rapprocher pour mieux se comprendre, comme on le fait au niveau des États. Et puis, il y a des choses sans doute que nous ignorons les uns les autres. Parce que finalement, l'absence de relations bilatérales entre les partis politiques, le fait qu'on soit tout le temps dans le multilatéral, efface sans doute des aspérités. Oliver le disait, il y a des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas entre la France et l'Allemagne et qui mériteraient d'être améliorées. L'une d'entre elles qu'il a citée sur la capacité que la SAR a à accueillir des gens qui cherchent à travailler et qui sont de l'autre côté de la frontière, je crois que c'est à peu près 300 000 emplois dans les 10 prochaines années qui sont potentiellement nécessaires de gens venant de l'extérieur en SAR. C'est beaucoup du côté français que le problème se pose. La première des raisons pour lesquelles les Mosellans ne peuvent pas, alors qu'il y a beaucoup de chômage en Moselle, venir chez vous, c'est que la centralisation de l'éducation fait que l'allemand n'est pas une langue quasi obligatoire en Moselle. Pardon de dire que ça serait indispensable, puisque c'est là qu'il y a de l'emploi de l'autre côté, qu'on laisse les collectivités locales, au moins le département, la région, impulser des politiques qui permettent de garantir que quand on est voisins, on parle la même langue, ce qui faciliterait évidemment la même chose. Et nous portons une vision beaucoup plus décentralisée de notre pays, beaucoup plus régionalisée, pour dire les choses, qui correspond à la fois à cet objectif, à ces dysfonctionnements, mais aussi à nos ADN politiques respectifs. Pour revenir sur le fonctionnement de l'Europe, et pas seulement du couple franco-allemand, notre sentiment est qu'on doit poser des enjeux, notamment à travers les élections européennes, des enjeux lourds pour l'Union européenne. L'Union européenne, elle s'est progressivement affaiblie dans l'opinion publique parce qu'elle n'est pas achevée. Ce n'est pas une construction qui fonctionne. J'ai pour coutume de dire qu'on reprocherait difficilement à une voiture dans laquelle on n'a pas mis le moteur et à qui on a enlevé les roues de ne pas avancer. Et c'est finalement ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. On ne lui donne pas les moyens de fonctionner là où elle devrait fonctionner, c'est-à-dire là où elle est plus efficace que nos pays séparément. Je prends en contre-miroir ce qui est le cas du Brexit aujourd'hui. Les Britanniques découvrent que fonctionner tout seul, c'est plus difficile finalement que de fonctionner au sein de l'Union européenne. À tel point que des voix s'élèvent pour dire finalement on ne veut pas s'en aller. Bon. On verra. Mais pour l'instant, le sujet, il est... Pour nous, puisqu'il y a des choses que nous faisons mieux ensemble, donnons vraiment à l'Union européenne ce pouvoir-là. Quitte à ce qu'elle s'occupe moins de choses où elle n'est pas forcément indispensable. Il y a des choses où elle n'est pas nécessaire, et où on l'a utilisée pour essayer de la rendre populaire. Le résultat, c'est qu'elle est impopulaire. Et il y a des choses où elle est indispensable, et où on ne veut pas lui confier les clés. Alors pour l'UDI, je vous donne quelques exemples de choses qui nous paraissent absolument indispensables. La défense.
Il ne faut pas rêver du jour au lendemain d'une armée européenne, je ne crois pas qu'elle existera. Mais avoir ensemble des systèmes de renseignement, avoir ensemble des programmes, et à midi tu en citais un, qui était très simple finalement, des programmes d'armement, décaler un peu les périodes dans lesquelles on décide de renouveler tel ou tel équipement, pour que ce soit au même moment capable derrière de s'exporter, ce qui est aussi une ressource potentielle, mais qui surtout garantisse notre souveraineté, paraît quelque chose de parfaitement atteignable. Et il y a là une volonté qui semble se dessiner, malheureusement, disons-le, un peu sous la pression de Trump, qui nous dit on va arrêter de s'occuper de vous, et donc il va falloir que vous vous y mettiez. C'est dommage qu'on attende, si j'ose dire, les coups de pied au derrière de l'autre côté de l'Atlantique pour finir par se mettre ensemble. Deuxième sujet qui nous paraît très important, vous parliez tout à l'heure des innovations technologiques, etc. Toujours sous l'angle de cette reconquête de souveraineté, que l'Union européenne soit le moyen de reconquérir nos souverainetés. Tous nos systèmes de communication, tout passe par les technologies américaines. C'est invraisemblable. Nous dépendons absolument, au point qu'on a découvert il y a quelques années, que la chancelière allemande, comme le président français, était espionnée en permanence par nos alliés. On n'a pas fait trop de bruit parce qu'on ne sait pas s'en passer. Mais la reconquête de la souveraineté, et c'est un message chez nous, à Madame Le Pen ou à Monsieur Mélenchon, chez vous, à votre propre extrême droite, nous expliquer que nous voulons absolument être indépendants nationalement vis-à-vis de nos amis allemands, pour être couchés devant les Américains, les Russes, les Indiens ou les Chinois, n'est pas du tout une conception de l'Europe que nous pouvons accepter. La conception de l'Europe, c'est que l'Europe reconquiert ses souverainetés avec sa culture, ses valeurs de civilisation, son sentiment de la liberté et des valeurs que nous portons. Voilà à quoi devrait servir l'Europe, en se reconcentrant sur des choses où nous sommes capables technologiquement de faire, mais nous ne sommes pas organisés pour faire. J'ai pour habitude de dire qu'on a su faire des fusées et des avions. Il y a bien d'autres choses que nous serions capables de faire dans le domaine de la santé, des nouvelles technologies, des nanotechnologies. Bref, cette Europe, grosso modo, qui devrait mettre ensemble une stratégie industrielle et une stratégie commerciale en commun, permettant à tous d'être gagnants. Tu parlais tout à l'heure de la dispersion des entreprises américaines, européennes quand elles sont aux États-Unis, quand elles sont en Russie, quand elles sont en Chine. Troisième grand domaine, l'Europe vient de subir une crise majeure au niveau de la pression migratoire. Nous défendons, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel on pourra travailler ensemble, mais au moins posons des sujets sur la table dans les semaines et les mois qui viennent. Nous défendons l'idée que nous devrions, un peu comme sur le modèle canadien, avoir une gestion commune des migrations. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le modèle canadien, et je le dis pour ceux qui nous regarderaient, le système est assez simple. Chaque pays, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, l'Espagne, chaque pays qui le souhaite en tout cas, fixe combien de personnes il a besoin d'accueillir pour faire fonctionner son économie, donc combien de personnes il est capable d'accueillir dans de bonnes conditions, le transmet à l'Union européenne et dit j'ai besoin d'ingénieurs, j'ai besoin d'électromécaniciens, j'ai besoin de carreleurs, j'ai besoin de maçons, j'ai besoin... Et on ne laisse rentrer ensuite, et on le laisse dans ce pays-là. Ça veut dire qu'il faut accepter de remettre en cause la libre circulation des personnes extérieures à l'Union européenne dans nos traités. Mais ça veut dire que quelqu'un qui arrive en Allemagne parce qu'on a besoin d'un électromécanicien reste en Allemagne et ne va pas en Espagne où on n'a pas besoin de lui. Ça veut dire que quelqu'un qui va être plutôt dans le bâtiment et qu'on prend en France va se retrouver à rester ici et ne pas partir à l'étranger dans un autre pays que l'Union européenne. Mais gérer les migrations plutôt que de les subir comme on l'a vu, et ce qui a considérablement déstabilisé l'Europe, fait ressurgir des nationalistes, on citait tout à l'heure l'Autriche, et le Brexit aussi, l'Autriche, la Pologne, En contrepoint, si je peux me permettre, un des sujets qui nous paraît, et nous sommes ici, vous le savez, dans la maison fondée par Jean-Louis Borloo, qui a beaucoup milité ces dernières années, pour qu'un véritable partenariat existe en direction de l'Afrique. Et je pense que cette crise-là devrait, je l'ai dit au président de la République, devrait nous enseigner une chose. Nous sommes les seuls voisins de l'Afrique. Si les choses se passent mal, et si l'Afrique ne se développe pas, ce que la crise syrienne et irakienne a montré comme potentiel de migration massif et invasif de notre continent n'est absolument rien par rapport aux 2 milliards d'habitants de l'Afrique demain,
si ce continent n'est pas stabilisé, s'il n'est pas développé, et d'une certaine façon la vision qui est la nôtre et qui devrait être partagée au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai, plus facile pour un ancien pays colonial comme le nôtre que pour un pays comme le vôtre ou pour le Danemark. Mais on voit bien que le Danemark n'a pas été épargné. On voit bien que le Danemark lui aussi a eu à subir les contre-coups de cette crise. C'est de dire que nous avons soit 2 milliards de dangers potentiels de l'autre côté de la Méditerranée, soit 2 milliards de clients et d'opportunités formidables, si nous savons nous y prendre. Et que ça doit être une mission de l'Europe. Et ce n'est pas, justement, les anciennes puissances coloniales qui doivent le faire, parce qu'elles sont toujours soupçonnées de mélange des intérêts. Alors que l'Union européenne aurait à la fois une puissance, une capacité, mais aussi une neutralité bien plus grande. Capacité, enfin, à aborder des relations commerciales vis-à-vis de nos partenaires, moins naïfs que nous ne l'avons été par le passé. J'aime beaucoup entendre M. Trump expliquer que ces échanges sont déséquilibrés avec l'Europe. Mais enfin, jusqu'à présent, le déséquilibre, c'est le protectionnisme et l'aide d'État sur un certain nombre de programmes économiques américains que nous n'avons pas nous-mêmes. Et dans le cadre des négociations qui étaient en cours, on voyait encore une certaine naïveté de la Commission européenne. Et moi, je souhaiterais que cette naïveté cesse. Parce que quand il s'agit de la Chine, les marchés sont fermés là-bas, ils sont ouverts chez nous. Quand il s'agit des États-Unis, ils sont subventionnés là-bas, ils sont fermés chez nous. Lorsqu'il s'agit de justice, là aussi nous devrions y réfléchir. On se retrouve avec des entreprises européennes violemment taxées par n'importe quel juge des États-Unis, cependant que les entreprises américaines font à peu près ce qu'elles veulent sur notre propre continent. Sans payer les taxes en plus, il y aurait là aussi de grandes marges de progrès. Et pour finir, ce travail que nous pouvons engager ensemble pour proposer, certaines choses seront traduites rapidement, d'autres peut-être ne seront que demain ou après-demain, mais c'est déjà de lancer ces idées-là. Ce travail, il doit s'inscrire de notre point de vue dans un cadre où l'Union européenne n'avancera plus à la même vitesse. Qu'aujourd'hui, à 28, demain à 27, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord à chaque fois. Et qu'après tout, sans doute, si on avait voulu mettre les 27 autour de la table, ce n'était pas possible à cause des pays de l'Est à l'époque, mais si on avait voulu mettre les 27 ou les 28 autour de la table, d'abord les Anglais n'étaient pas là au début, on ne serait pas arrivé à se mettre autour de la table. Ça a été 6, puis 10, puis 12, etc. Et je pense qu'on doit revenir à cet état d'esprit-là en se disant que nous avons réussi à avancer de façon différenciée, par exemple sur l'euro, avec un besoin de réformer la zone euro, qu'il y a en réalité deux visions de l'Europe, ceux qui ne veulent qu'un grand marché, et ceux qui veulent que ça devienne une puissance de reconquête de souveraineté par rapport à des souverainetés illusoires que nous avons aujourd'hui, mais qui sont en réalité de façade, parce que nous obéissons à des rapports de force qui sont déséquilibrés lorsque nous réagissons séparément. Voilà un peu la feuille de route. Alors comment je vous faisais à midi une proposition, autant la rendre publique entre nous. D'abord, je pense qu'il serait important pour cette habitude de travail entre l'UDI et le FDP, que nous soyons capables de faire en sorte que nos élus locaux se connaissent. Je suis assez frappé de voir que quand on devient parlementaire, et encore une fois je les remercie d'être là, on commence à prendre intérêt à ce qui se passe chez les autres, et notamment pour nous de l'autre côté du Rhin. Mais quand on est élu local, souvent c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Or, sauf quand on a un jumelage. Or, le mode d'organisation, les pouvoirs qui sont confiés, le fait que finalement, donner, chez vous au Länder, nous aux régions, ou avoir un système qui n'est pas exactement le même dans tout le pays. Vous avez un pays qui fonctionne alors même, parce que c'est le modèle fédéral, que vous n'avez pas exactement les mêmes règles et les mêmes pouvoirs dans l'ensemble du pays. C'est quelque chose que nous explorons timidement avec une volonté de réformer la Constitution. 200 ans après la Révolution, c'est beaucoup de temps. Ça prend du temps. Nous prenons du temps, mais ça, je reconnais volontiers. Non, mais que c'est efficace d'un autre côté, que ça permet à chacun de s'adapter. J'aimerais bien que les élus locaux puissent se rencontrer, apprendre les uns des autres, mieux connaître le système qui existe de l'autre côté. La deuxième chose, c'est de travailler sur le projet lui-même à travers... et d'arriver au sein de l'ALDE avec au moins un certain nombre d'éléments communs, parce que si nous ne sommes pas les plus puissants au sein de notre parti européen commun, pour autant, Français et Allemands, lorsqu'ils parlent d'une même voix, doivent être écoutés. Je ne dis pas toujours entendus, mais au moins écoutés, et que ça nous permettra de mieux peser sur les débats.
Et la troisième chose, c'est d'avoir ce genre de rencontres régulièrement, et évidemment, avec Olivier, avec les parlementaires qui souhaiteraient m'accompagner, nous serions intéressés d'aller vous rencontrer à Berlin cette fois-ci, si possible d'ici avant l'été, pour que justement nous avancions dans ce travail et que ces échanges deviennent plus réguliers. Paradoxalement, nous les avons parfois au sein de nos assemblées respectives. Le Bundestag envoie des représentants en France, l'Assemblée nationale envoie des représentants en Allemagne, le Sénat fait de même. Nous ne l'avons pas entre partis politiques, il est temps que nous nous y mettions ensemble pour être plus efficaces et plus engagés au service du projet européen que nous partageons. Alors tout à l'heure, Olivier disait c'est l'UDI est le parti le plus européen. Et immédiatement, Jürgen m'a dit c'est pas vrai, c'est nous. Faisons cette compétition, on se rencontrera plus souvent. Voilà, merci. On avait prévu une partie d'échange avec la salle, mais peut-être avant quelque chose, vous voulez ajouter quelques mots ça, Si vous m'invitez, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Je suis eurodéputé depuis 2004. J'ai quitté le Parlement européen en 2014 après la faillite, si je peux dire, de notre parti en Allemagne. Donc notre groupe a été réduit de 12-3 et moi j'étais numéro 5. Non. Mais étant donné que deux de mes collègues ont été élus récemment au Bundestag, j'ai pu donc réentrer au Parlement européen. Et ce que je constate, c'est que le Parlement et aussi notre groupe politique, ALDE, ont changé d'une manière substantielle. Et ça, je déplore, parce que j'ai constaté que le Parlement n'est plus si pro-européen, et aussi notre groupe n'est plus si pro-européen qu'auparavant. Donc, ce que je constate, c'est que la confiance que les citoyens ont eue dans le passé dans l'Union européenne n'existe plus. Faire tout ce qu'on peut faire pour que les citoyens regagnent leur confiance en Europe. Sans le support des citoyens, l'Europe ne peut pas avancer. Et au lieu de se bien développer, l'Europe va toujours devoir tout simplement défendre le statu quo. Mais le statu quo n'est pas satisfaisant. Il faut aller plus loin, il faut avancer. Et pour faire ça, pour réussir, il faut le support des citoyens. Et donc, je me demande que peut-on faire pour regagner le support et la confiance. Il me semble il faut plusieurs choses. D'abord, l'Union européenne, surtout aussi l'eurodéputé, mais la Commission, etc., il faut que nous nous concentrions sur des choses qui sont vraiment importantes. Les grandes choses, la sécurité extérieure, la stabilité de l'argent, la mise en œuvre des technologies modernes, la mise en œuvre d'une union de digitalisation, d'énergie, etc. Et laissons tomber toutes les autres choses qui sont peut-être importantes, mais pas si importantes, pour montrer aux citoyens que vraiment nous pensons à eux. Nous ne pensons pas à nous-mêmes ou à nos idées de vouloir et de pouvoir lancer de nouveaux projets qui éventuellement, dès qu'ils ont été mis en œuvre, montrent que nous avons eu une bonne idée. Il faut faire les choses qui sont plus importantes. Donc, moi, je suis membre de la Commission économique et monétaire, et c'est dans cette commission que nous nous occupons surtout des projets comme, par exemple, la transformation du système du ESM, c'est quoi en français? ESM, European Stability Mechanism. Le mécanisme de stabilité. Oui, donc, stabilité.
comment transformer ça dans une sorte de fonds monétaire européen comparable au Fonds monétaire international basé à Washington pour avoir un instrument qui nous permet de stabiliser les pays qui sont en problème. Des choses comme ça. Donc ce sont des projets tout à fait intéressants, mais je vois aussi que nous nous occupons des projets, de tas de projets, trop de projets qui vraiment ont une valeur minimale. Et donc, si vous voulez, redimensionner ou reconcentrer nos énergies sur ce qui vraiment est important. La confiance des citoyens, pour moi, c'est la chose la plus importante et en même temps, c'est la chose la plus risquée aujourd'hui.